Nous allons revenir à des considérations plus hautement spirituelles. Ah oui. Juste un mot sur le concret. Le pain que nous avons mangé à midi venait de chez Mathieu et nous avons mangé 19 kilos de pain. Donc, s'il y avait besoin d'une preuve pour montrer qu'il est bon, c'est qu'on a consommé largement. Il en reste combien de soirées? Donc demain, comme on va aller en racheter, il risque d'être un peu moins bon. Donc, c'est monsieur Philippe Maxence qui a eu la bonté d'accepter notre invitation pour venir nous parler de Chesterton et du distributisme. Du distributisme et du mutualisme. Voilà. Monsieur Maxence est directeur de l'Homme Nouveau. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je connais de vous. Je suis désolée. Je compte sur vous pour vous présenter un peu mieux que je ne l'ai fait. Non, mais pas. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, ça commence pas. Je me rapproche du micro. Comme vous l'avez dit, c'était pas une intervention très pratique. Vous voyez, j'en fais la démonstration immédiate. C'est pour moi une très grande joie d'être présent ce soir devant vous pour aborder le sujet qu'on vient de vous indiquer. C'est une très grande joie et un petit peu ça suscite un peu de timidité également de mon côté, puisque c'est la première fois que je m'adresse à un public de professionnels du monde de l'agriculture et des paysans, et j'espère que vous pardonnerez d'avance, et même tout au long de cette intervention, le côté un peu peut-être éthéré que vous trouverez à celle-ci. Je me contenterai d'une approche historique et quelque peu philosophique par moment. J'espère donc ne pas trop décoller de la réalité qui doit toujours se rappeler à nous d'une manière ou d'une autre. Alors le sujet qu'on m'a demandé de traiter devant vous aujourd'hui, cela étant dit quelque chose d'assez paradoxal, parce que je dois en effet vous parler d'un écrivain anglais, principalement connu pour son œuvre littéraire et apologétique, et montrer en quoi ces idées sociales peuvent avoir un écho intéressant aujourd'hui. Alors cet écrivain, vous l'avez entendu, il s'appelle G.K. Chesterton, et sa pensée sociale et économique s'appelle le distributisme. Mon Dieu, deux micros. À vrai dire, s'il fallait résumer en quelques mots rapides ce qu'est le distributisme de Chesterton, nous pourrions proposer cette définition. Quand je dis en quelques mots, c'est plutôt en quelques phrases, et cette définition ne se trouve pas dans le dictionnaire. C'est plutôt une synthèse que je vous propose en guise d'introduction. Le distributisme est un courant économique et social anglo-saxon né vers 1910 en Angleterre, dans la ligne de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, et qui a connu son essor entre les années 1920 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant de renaître à la fin des années 1980, début des années 1990, afin de répondre à l'hégémonie néolibérale, à la crise écologique et à l'éclatement des nations et des sociétés confrontées au phénomène accru de la mondialisation. Donc, incarnation anglaise de la doctrine sociale de l'Église, le distributisme en reprend les thèmes et les principes essentiels comme la justice sociale, la primauté du bien commun, les principes de subsidiarité et de solidarité, le respect des corps intermédiaires, le rappel de la destination universelle des biens et la défense de la propriété privée largement répandue, largement distribuée. Dans le contexte anglais, il s'agissait alors, si on se reporte donc aux origines au début du XXe siècle, il s'agissait alors de dénoncer les effets catastrophiques de la révolution industrielle, effets catastrophiques pour les familles, la société dans son ensemble et pour la sphère économique,
mais aussi pour ce que nous appelons aujourd'hui l'environnement. À ce titre, le courant distributiste a mis particulièrement l'accent sur la distribution la plus large possible de la propriété privée, en réponse à la confiscation historique de celle-ci par les grands propriétaires terriens britanniques, constitués d'abord de l'aristocratie, puis de la haute bourgeoisie. Quand je dis confiscation historique, il s'agit vraiment dans l'histoire de l'Angleterre d'un élément essentiel qui date vraiment de l'ère médiévale. Donc, version anglaise, ou plus largement anglo-saxonne de la doctrine sociale de l'Église, le distributisme anglais se distingue du catholicisme social français d'origine. Quand je parle de l'origine du catholicisme social français, là je me réfère, on pourrait remonter un petit peu avant, mais je me réfère à deux personnalités comme Borne, à René de la Tour du Pin et à Albert Demain, donc à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors, si on veut établir une comparaison entre les deux pour voir à la fois ce qui les rapproche et ce qui les distingue, avant de rentrer plus avant dans la présentation du distributisme et de l'apport de J.K. Chesterton, comme le distributisme, le catholicisme social français d'origine entend répondre à la crise, à la condition scandaleusement injuste des ouvriers, fruit en France de la Révolution française, notamment avec la suppression des corporations et du droit d'association via les lois Allard et Le Chapelier, et aussi répondre aux effets délétères de la révolution industrielle qui est son pendant au plan économique, la révolution industrielle étant pendant au plan économique de la révolution française. Très rapidement, signalons malgré tout quelques différences donc, entre les deux courants des deux côtés de la Manche. Différence d'un point assez intéressant, par ailleurs, qui montrent leur souci commun de répondre à des situations concrètes et non pas de proposer une idéologie universelle qui serait à même de répondre à toutes les situations. Il s'agit bien de répondre, soit en France, soit en Angleterre, à des situations concrètes qui sont évidemment différentes des deux côtés de la Manche. Alors, contrairement à l'Angleterre, la France, au début du XXe siècle, est majoritairement agricole. Ce n'est déjà plus le cas dans l'Angleterre de cette époque. Et dans cette France agricole, la propriété reste, même s'il y a évidemment beaucoup d'efforts encore à faire, elle reste encore le substrat de l'organisation sociale. Ce n'est évidemment pas le cas de l'Angleterre. Deuxième grande différence, le catholicisme social français évolue dans un contexte de lutte anticléricale. La majorité des Français est catholique, comme vous le savez, mais l'État ne l'est pas. Il est même violemment anticatholique, alors que les catholiques d'Angleterre, pour leur part, connaissent en quelque sorte une évolution inverse, puisque par la loi d'émancipation de 1829, ils ont désormais, depuis 1829, tous les droits civiques que n'importe quel Anglais peut réclamer. Et s'ils restent l'objet de moqueries ou de dérision, ils ne sont plus confrontés à un État anticatholique ou du moins un État antichrétien. Ces situations politiques distinctes orientent le distributisme et le catholicisme social français dans deux voies différentes. Schématiquement, le distributisme anglais va mettre l'accent sur la question sociale et donc sur la question économique, pendant que le catholicisme social français se voit contraint, en vue de la justice sociale, de prendre en compte la question politique, et plus exactement la question des institutions, et ce d'autant plus que, contrairement à l'Angleterre, dont vous le savez, qui a conservé sa monarchie, la France a connu une révolution politique avant de connaître une révolution économique. Et c'est d'ailleurs sur la question institutionnelle que le catholicisme social français va se diviser au moment du ralliement, à la demande du pape Léon XIII par l'encyclique Au milieu des sollicitudes en 1892. Donc le pape Léon XIII demande aux catholiques français de se rallier à la République française. Et bien, le catholicisme social français connaît alors une grande division, puisque, pour reprendre les deux personnalités que j'ai invoquées au début comme borne historique, René de la Tour du Pin garde la fidélité monarchique et refuse le ralliement. Il rejoindra plus tard l'Action française, qui n'est pas un mouvement monarchiste, mais qui est nullement catholique, pendant que son ami Albert Demain
aussi grand ténor du catholicisme social français, se rallie pour sa part à la République. Alors, ce rappel historique, je vais passer un peu rapidement, n'a pas pour but simplement de brosser le tableau d'époque, il veut indiquer également en creux pourquoi le distributisme d'origine anglaise suscite en ce début du XXIe siècle un intérêt accru bien au-delà de la sphère anglo-saxonne. C'est tout simplement parce que, mutatis mutandis, notre monde globalisé l'est avec une empreinte fortement anglo-saxonne. Non pas simplement parce que l'anglais commercial, on en parlait un instant pendant les conversations privées, non pas parce que l'anglais commercial est devenu le latin de notre époque, si je puis dire, mais aussi parce que la vision économique et sociale qui l'habite ressemble fortement à celle contre laquelle se sont battus les distributistes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles leurs écrits nous semblent si souvent prophétiques, avec ce parfum d'ailleurs tout à fait étonnant qu'ont ce type de prophétie d'exprimer en un langage désuet des réalités tout à fait actuelles. Un exemple, j'avais apporté 2 livres, un exemple dans ce livre qui s'appelle Utopie des usuriers, qui est écrit par Chesterton. Le premier chapitre nous plonge dans la critique d'une publicité faite pour une marque de savon. Et on a l'impression que malgré le nom, malgré le vocabulaire de l'époque, on a l'impression que Chesterton critique à dessein et tout à fait à bon escient le système publicitaire auquel nous sommes confrontés de manière permanente à notre époque. Dans le même livre, il fait une critique de l'émergence des grands magasins qui nous rappelle, prophétise en quelque sorte, ce à quoi nous assistons aujourd'hui avec la mainmise de la grande distribution sur les circuits commerciaux. Donc le péril d'hier qui était peut-être limité en grande partie au monde anglais, britannique et peut-être anglo-saxon dans son ensemble, eh bien c'est tout simplement mondialisé et c'est accru et est devenu très actuel, même dans un pays latin comme la France et même dans l'ensemble des pays latins de notre Europe. Enfin, l'une des particularités du distributisme anglais est d'avoir été porté essentiellement par un écrivain. René de la Tour du Pin ou Albert de Mun, dont je parlais il y a un instant en France, ont évidemment écrit, mais ils ont écrit des livres essentiellement pour porter leurs idées. Alors que Chesterton, c'est l'un des paradoxes, a bâti une œuvre littéraire immense. Il a été d'abord reconnu, et principalement reconnu, comme un écrivain, et c'est une œuvre littéraire qu'il a construite, et accessoirement, il a pris la parole pour défendre des idées dans le domaine social et économique. Alors, avant de revenir plus directement au distributisme, je vous propose maintenant de nous arrêter un instant sur Chesterton, non pas en abordant l'ensemble de son œuvre, c'est plus d'une centaine de livres, c'est des milliers d'articles, c'est une œuvre littéraire qui s'est illustrée dans tous les genres possibles et imaginables, donc ça serait évidemment trop long de nous arrêter à toute cette œuvre, même à toute cette personnalité extrêmement riche, extrêmement séduisante, mais je laisse juste me focaliser sur les raisons qui l'ont poussé à se mettre dans ce sillon tracé par le pape Léon XIII avec Rerum Novarum. Et avec cette dernière peut-être précision que dans le distributisme anglais historique que je vous présente ce soir, eh bien, je vais principalement parler de Chesterton, mais il y a eu d'autres personnalités qui ont porté ce courant. On pourrait parler d'Hilaire Belloc, on pourrait parler du père Vincent MacNeil, dont je vais parler d'ailleurs tout à l'heure, d'Éric Gill, d'Arthur Penty et de beaucoup d'autres encore. Alors, qui est cet homme qu'on appelle Chesterton ? Chesterton est né en 1874 dans une famille bourgeoise londonienne, donc pas du tout un paysan. Je pense qu'il aurait été bien incapable de faire la différence entre une carotte et une pomme de terre. Mais l'idéal de son existence était bien de faire revivre une société paysanne, une société rurale, et c'est tout le sens de son œuvre politique.
C'est un garçon qui, au moment de l'adolescence, va perdre la foi. C'est l'une de ses grandes déclarations. À 12 ans, j'étais agnostique, à 16 ans, j'étais athée. Ce qui ne va pas l'empêcher, et c'est aussi un lien très fort avec peut-être des problématiques très présentes, à la fin de son adolescence, de verser dans l'occultisme. Il va notamment s'intéresser aussi aux tables tournantes, et c'est ce qui va un peu le guérir, parce que lors d'une séance de table tournante, vous savez, on fait tourner les tables pour entrer en soi-disant en liaison avec les esprits, avec les morts, eh bien, ça va tellement marcher qu'il va prendre peur, et cette peur va être salutaire, puisqu'elle va petit à petit le ramener sur un chemin de conversion que va accélérer deux personnes, d'une part sa fiancée, et pour l'amour d'une jeune femme, on est prêt à se convertir quand on n'est pas très sûr de soi. Et d'autre part, il a un de ses amis qui s'appelle Hilaire Belloc, qui est un franco-anglais, qui lui est un catholique de conviction très forte. Et tous les deux donc France qui deviendra France Chesterton, et Hilaire Belloc vont pousser notre ami Gilbert Ketché Chesterton vers la foi. Il va tout d'abord retrouver la foi anglicane avant, j'en dirai un mot tout à l'heure, de se convertir au catholicisme. Entre-temps, puisqu'il faut épouser une jeune fille, eh bien, il faut pouvoir la faire vivre. Ce garçon qui a eu quelques difficultés dans ses études, puisqu'il a essayé à la fois des études littéraires et des études de peinture, il était doué pour les deux, mais il ne savait pas que choisir. Il est devenu journaliste. Et il va se faire connaître comme journaliste au moment où éclate en 1899 la Seconde Guerre anglo-bourg. Donc les bourgs, vous le savez, ce sont des paysans sud-africains qui avaient été déjà repoussés par les Anglais quand ils avaient occupé la colonie du Cap. Et ces bourgs avaient créé deux républiques, la République du Transvaal et l'État libre de Rande. Et manque de chance pour eux, sur ces territoires, on découvre des mines de diamants et évidemment les Britanniques s'intéressent beaucoup à ces richesses et décident, évidemment sous d'autres prétextes, c'est toujours le cas des guerres impériales, sous d'autres prétextes, décident de déclarer la guerre à ces deux républiques. Et Chesterton va faire entendre sa voix puisqu'il va prendre position contre cette guerre, non pas du tout parce qu'il est antimilitariste, au contraire, cet homme qui pèse 130 kg pour 1m90 est bien incapable de porter un fusil également, mais il cultive, du moins il admire les vertus militaires, il n'est pas antimilitariste, mais il veut défendre le patriotisme anglais et il trouve que le meilleur moyen de défendre l'amour de son pays et de sa terre, c'est de respecter la terre des hommes. De ce fait-là, il dénonce l'impérialisme expansionniste de l'Empire britannique. Deuxièmement, il admire les bourgs, puisque les bourgs sont des paysans, encore une fois, sud-africains, imprégnés de culture et de religion très fortement, et protestantes, vivent dans une société rurale, une société qui repose sur la famille et sur la propriété privée. Chacun a sa ferme et défend sa terre, sa ferme. Et ça représente tout l'idéal politique de ce jeune journaliste. Et enfin, comme je vous le disais, cette guerre est une guerre de prétexte. La vraie raison de cette guerre, c'est les intérêts financiers. Et les intérêts financiers ne font pas partie du paysage, si je puis dire, culturel et intellectuel de Chesterton. Alors pourquoi est-ce que j'insiste particulièrement sur cette guerre, la prise de position de Chesterton dans cette guerre ? C'est que, d'une part, ça le fait connaître du grand public, et ça va jouer indirectement un rôle dans son évolution religieuse. Puisqu'à cette époque, il a retrouvé la foi chrétienne dans sa version anglicane, plus exactement, les confessions anglicanes est traversée de plusieurs courants. Il a rejoint le courant anglo-catholique, donc qui est assez ritualiste, un ritualisme assez proche à l'époque de l'église catholique romaine, comme disent les Anglais, plus particulièrement, les Anglais parlent, soit on est des papistes, soit on est des catholiques romains.
Et là, il s'agit bien des anglo-catholiques, donc la foi anglicane. Et cette guerre lui fait également sentir que l'impérialisme travestit le véritable universalisme et que celui-ci est d'ordre métaphysique et que seul le christianisme peut l'incarner véritablement. En 1902, la guerre contre les républiques bourgs prend fin par la défaite des bourgs et 3 ans plus tard, Chesterton publie un roman qui s'appelle Le Napoléon de Notting Hill. Alors de quoi s'agit-il ? C'est l'histoire tout simplement d'un quartier de Londres, Notting Hill, qui se soulève dans cette histoire, dans ce roman, prend son indépendance et revient à un mode de vie médiéval. La grande inspiration de Chesterton, c'est le Moyen-Âge. Alors évidemment, c'est une utopie, mais enfin, dans le roman, c'est une utopie, mais de façon romanesque, il s'agit pour lui de défendre d'une part le Moyen-Âge et d'autre part de faire l'apologie du patriotisme des petits espaces contre toujours cette idée impériale. La même année, nous sommes en 1905, il publie un livre qui va le faire mondialement connaître et qui va créer un scandale en Angleterre. Ce livre s'appelle Hérétique. Il dénonce, sous ce vocabulaire religieux et sous cette appellation d'hérétique, il dénonce les grands noms, les grands écrivains, toute l'intelligentsia de son époque, en disant que tous ces gens ont un système cohérent en lui-même, sauf que leurs prémices sont fausses, parce qu'ils se sont coupés de tout le substrat religieux. Et donc il faut en revenir au moment où il y a eu cette coupure, cette charnière dans l'histoire des idées. Il faut en revenir au Moyen-Âge, repartir du XIIIe siècle pour retrouver le sens de la vérité dans toute sa splendeur. Et évidemment, dans une époque qui est éminemment scientiste, son livre fait véritablement scandale. Et en plus, il s'en prend à des gens comme Kipling, George Bernard Shaw, H.G. Wells, d'autres encore qui ont été oubliés aujourd'hui, mais qui sont vraiment les grands phares de la pensée et de l'époque. Et qui sont par ailleurs, Kipling à part, qui sont ses amis personnels. En 1908, il complète cet essai hérétique par un autre essai qui forme le pendant, qui s'appelle Orthodoxie. Donc vous voyez bien, à l'hérésie répond évidemment l'orthodoxie. C'est une défense du christianisme traditionnel, du credo commun aux grandes confessions chrétiennes, qu'il défend à sa manière, donc à la fois à travers les paradoxes, l'utilisation des paradoxes, et en recourant à l'analogie des contes de fées, ce qui surprend et qui déconcerte énormément, même tous ceux qui adhèrent à ce qu'il peut dire. À partir de l'apparition d'hérétique et d'orthodoxie, 1905-1908, il est considéré sur la place de Londres comme un papiste. Et être considéré comme un papiste, même dans une Angleterre qui reconnaît les droits sociaux aux Anglais, c'est être considéré non seulement comme quelqu'un qui est dans l'erreur au plan religieux, mais aussi, et c'est aussi important, comme un traître à sa patrie et à son roi. Il est considéré donc comme un papiste, et pourtant il ne l'est pas. En 1910, donc 2 ans après Orthodoxie, il va mettre au monde, si je puis dire, si vous me passez l'expression, un héros de roman policier dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle le Father Brown, et il en fait un prêtre catholique. Ce détective privé est un prêtre catholique, mais Chesterton lui-même ne se convertira au catholicisme en adjurant le protestantisme et en devenant formellement catholique qu'en 1922. Je passe le reste de son existence, de son œuvre. En 1936, il meurt âgé de 62 ans, laissant derrière lui une œuvre immense de plus de 100 livres, je le disais tout à l'heure, donc des livres qui touchent absolument tous les domaines, poésie, essais religieux, critique sociale, biographie et hagiographie, les vies de saints, romans policiers, recueil d'articles et de dessins, parce que c'est un dessinateur, contes et études littéraires. Il a absolument touché tous les genres. Après la Seconde Guerre mondiale, l'œuvre de Chesterton commence à être moins diffusée et jusqu'à subir une véritable éclipse, donc due principalement à 4 raisons, enfin du moins on peut donner 4 raisons. Premièrement, il est catholique et il défend la vérité religieuse et ça se porte de moins en moins bien, si je puis dire,
dans un monde qui se sécularise de plus en plus. Deuxièmement, il est profondément anti-moderne, c'est un critique acharné de la modernité et notamment de la notion de progrès qu'il appelle un mythe. Troisièmement, il est à la fois anticapitaliste et antisocialiste, et le monde de la Seconde Guerre mondiale est divisé en deux blocs, pro-américain et pro-soviétique, pro-capitaliste et pro-socialiste, et donc il ne rentre plus dans cette vision binaire. Quatrièmement, ces positions politiques sont rejetées parce que soit elles sont considérées comme passéistes puisqu'ils se réfèrent à un Moyen-Âge considéré comme idéalisé, soit encore pire, il est considéré, puisque dans le distributisme il y a l'idée de l'organisation professionnelle des métiers, donc des corporations, il est considéré comme ayant été un pré-fasciste, puisque le fascisme s'est emparé de l'idée des corporations, pour en faire non pas des corporations libres, mais des corporations d'État, ce qui n'était absolument pas dans l'idée de Chesterton, ni même de l'Église, mais en tout cas, il est dénoncé comme étant une sorte de pré-fasciste. Sans étonnamment, si on laisse de côté l'aspect littéraire de son œuvre, sa pensée politique et sociale va connaître un regain d'intérêt à partir de la fin des années 80, et là aussi j'en donne 4 raisons, il y en a certainement d'autres. Première raison, dans un monde globalisé sous domination anglo-saxonne, sa critique de l'impérialisme britannique trouve un nouvel écho et un rapprochement évident avec celui qu'on dénonce alors, qui est l'impérialisme américain. Deuxièmement, en tous les cas, l'hégémonie américaine. Deuxièmement, sa critique du capitalisme et du socialisme rencontre également un écho chez ceux qui ne se retrouvent ni dans le néolibéralisme, ni dans la social-démocratie, communiant l'un et l'autre dans le projet globaliste à l'œuvre à travers l'établissement du grand marché mondial et le renforcement des grandes institutions interétatiques et plurinationales. Troisièmement, sa critique du mythe du progrès entre en consonance avec un monde qui a connu finalement la bombe atomique, la crise écologique et plus largement l'emprise du système technicien décrit et analysé par exemple en 1977 par un Français, Jacques Ellul, et qui a montré justement toute cette emprise que pouvait avoir sur les personnes et la vie en société, la technique dont on a cru un peu trop vite qu'elle était neutre par essence. Donc bien avant la Seconde Guerre mondiale, alors que le monde n'a pas encore connu le doute sur la question d'un progrès possible et le renforcement positif, Chesterton a insisté sur la nécessité également de retrouver le sens des limites, une nécessité aujourd'hui largement partagée, notamment par les écologistes et par toute la mouvance de la décroissance. Mais il y a une différence décisive entre les philosophes de la décroissance ou certains écologistes, les pourfendeurs actuels du mythe du progrès ou de la technique et Chesterton, et la différence elle est anthropologique. Si ceux-ci condamnent globalement les effets de la philosophie des Lumières, ils s'appuient malgré tout sur une vision moderne de l'homme perçu comme un individu autonome par nature, seulement limité par les exigences de la vie sociale, alors que de son côté, Chesterton distingue, non pour les abolir ni les nier, le plan surnaturel et le plan naturel. Au plan surnaturel, l'homme entre comme individu dans l'Église par le baptême, le salut éternel, l'amitié avec Dieu est accordé à des individus et non pas des sociétés. Donc strictement, l'Église est la seule société de personnes possible. Et au plan naturel, l'homme naît au sein d'une communauté qui l'aide à grandir et à atteindre la perfection de son être. C'est un animal politique et non un individu isolé. Cette conception à la fois antique et chrétienne, fondée sur l'observation des faits, nourrit directement l'opposition de Chesterton au capitalisme. Citation de Chesterton dans un petit livre qui s'appelle Divorce. Le capitalisme fait la guerre à la famille pour la même raison qu'il combat les syndicats. Le capitalisme veut le collectivisme pour lui, l'individualisme pour ses ennemis. Il veut que ses victimes soient des individus ou, en d'autres termes, des atomes, car le mot atome, dans son sens le plus clair, ne veut jamais beaucoup, peut être traduit par individu. Voilà donc pour une présentation extrêmement rapide de qui était Chesterton, des grands axes de sa vie et de sa perception politique et sociale.
Qu'est-ce que le distributisme? J'en ai donné un essai de synthèse au début de cette intervention. Je voudrais en rappeler quelques aperçus rapides. Le distributisme s'insère d'abord dans une vision chrétienne et morale de la société et de l'économie, qui fait que l'un et l'autre, société et économie, sont considérés comme devant permettre une vie suffisamment décente qui elle-même donne la possibilité aux hommes de poursuivre et de parvenir à leur véritable fin, qui est Dieu, à travers une vie vertueuse. Le distributisme considère par ailleurs, et essentiellement, que la famille est la première unité sociale, et elle est non seulement la première unité sociale, mais elle est aussi la première unité économique, et que l'organisation sociale et économique doit traduire cette priorité. En sens inverse, on peut dire que l'économisme moderne ne considère que l'individu déconnecté de ses responsabilités sociales. Le distributisme considère également que la propriété privée doit appartenir sous une forme ou sous une autre au plus grand nombre possible de familles et à toutes les familles. Le capitalisme libéral estime que cette propriété sera le fruit d'une régulation naturelle due à l'échange et au marché, alors que c'est une priorité préalable, si je puis dire, du côté de la pensée distributiste. Enfin, le distributisme estime que l'État a un rôle à jouer pour favoriser les conditions de la liberté économique, non pas donc directement comme acteur de la vie économique, mais pour créer les conditions de la liberté économique. Ce rôle est précis et limité. Dans cette perspective, le distributisme défend le principe de subsidiarité et il défend l'organisation décentralisée de la vie économique et de la société dans son ensemble. Dans la conception classique, quand je dis la conception classique, c'est celle, en gros, on va donner deux bornes, mais aussi celle qui se réfère à Aristote et à saint Thomas d'Aquin. Le rôle et l'importance de l'économie ne sont pas niés, mais ils sont ordonnés à une finalité plus importante. Dans le De Regno, saint Thomas d'Aquin indique ainsi que le roi a pour tâche de mener ses sujets à une vie bonne, et que cette vie bonne nécessite deux choses. Premièrement, d'agir selon la vertu, puisqu'on ne peut pas parvenir à cette vie bonne si soi-même on n'est pas vertueux. Donc là, le roi, encore une fois, quand je dis le roi, c'est le chef d'État, c'est l'État au sens large, doit créer les conditions pour que les sujets vivent selon la vertu. Et deuxièmement, d'avoir les biens nécessaires pour cette vie vertueuse. Aristote le précisait déjà, mieux vaut philosopher, disait-il, que de s'enrichir, mais à celui qui a faim, mieux vaut une pièce d'argent que toute la philosophie. Ce que la sagesse populaire a traduit d'une autre manière, ventre affamé n'a pas d'oreille, donc ventre affamé ne peut pas entendre de la philosophie, ventre affamé ne peut même pas prier si on n'a pas, un tant soit peu, à moins d'être déjà parvenu à un grand degré de sainteté, si on n'a pas au moins le minimum vital pour bon. Donc, à titre de cause dispositive, un certain degré de bien matériel est donc nécessaire pour parvenir à la vie vertueuse. La propriété anticapitaliste de Chesterton, dans le projet global de société qu'il préconise, doit permettre justement à tous d'acquérir ces biens matériels nécessaires. Ils sont ordonnés à cette vie vertueuse, elle-même ordonnée à la finalité de l'homme. Si on traverse la Manche, et si on écoute une de nos philosophes, Simone Veil, je parle bien de la philosophe, elle ne postule pas autre chose dans son livre posthume L'Enracinement, je la cite: « Si la propriété privée est reconnue comme un besoin, cela implique pour tous la possibilité de posséder autre chose que les objets de consommation courante. Les modalités de ce besoin varient beaucoup selon les circonstances, mais il est désirable que la plupart des gens soient propriétaires de leur logement et d'un peu de terre autour, et quand il n'y a pas impossibilité technique, de leurs instruments de travail. La terre et le cheptel sont au nombre des instruments du travail paysan. » Alors, à propos du capitalisme, Chesterton remarque qu'il s'agit d'un terme, vous l'avez entendu, j'ai essayé un peu rapidement de vous donner la critique chestertonienne du capitalisme. Cela étant, donc, Chesterton fait cette remarque qu'il s'agit d'un terme polysémique, donc qui recouvre finalement beaucoup de situations globalement très différentes et qui ne signifie pas simplement
la défense de la propriété privée ou celle de la possession d'un capital. Je cite Chesterton, « Si le capitalisme signifie la propriété privée, je suis capitaliste. Si le capitalisme signifie le capital, tout le monde est capitaliste. Mais si par capitalisme on entend ce mode particulier de distribution du capital à la masse exclusivement sous forme de salaire, alors je dresse l'oreille, car les choses commencent de prendre un sens, même si c'est le mauvais. » Ce que Chesterton met en cause à son époque à propos du capitalisme, donc, c'est un système qui organise la distribution du capital sous la forme de salaire, ce qui est une chose qui n'est pas évidente pour nous dans la situation générale dans laquelle nous nous trouvons. Chesterton critique le système économique qu'on a pris pour habitude de nommer le capitalisme, c'est-à-dire la grande concentration du capital entre les mains d'un petit nombre, globalement une oligarchie, ou la concentration du capital entre les mains de l'État, globalement ce qu'on appelle le socialisme étatique. Et pour lui, socialisme étatique ou oligarchie économique et financière, il s'agit toujours de capitalisme. Pour Chesterton, donc, il s'agit même des deux faces d'une même pièce, en ce qu'ils répondent à la même logique et produisent des effets identiques. Parmi les effets identiques, si vous regardez les constructions soviétiques, enfin les immeubles soviétiques, et vous regardez de l'autre côté de l'Atlantique les immeubles américains, ce sont toujours le même type d'immeubles, avec la même vision grisâtre des deux côtés. Ils ont eu les mêmes effets, ce sont des effets là tout à fait palpables. Donc ces deux systèmes redistribuent, je reviens à la distribution du capital, ils redistribuent une partie du capital sous forme de salaire. Alors qu'est-ce que Chesterton reproche au système du salariat? En un mot, de créer des hommes serviles, autrement dit une société d'esclaves, dans un monde, dans un univers évidemment policé. On n'est plus sous l'âge, on n'est plus sous l'Antiquité, tout est bien policé, tout est bien, comment dirait-on, en franglais soft. Personne ne vous met en prison ou vous bat, mais vous êtes, selon Chesterton, enfin si vous êtes salarié, vous êtes dans un système d'esclaves. Pour Chesterton et ses amis, le système du salariat s'explique par l'évolution du capitalisme qui a créé un univers économique dans lequel l'utilisation des moyens de production est déconnectée de la propriété des moyens de production. En étant plus propriétaire, l'homme a perdu la maîtrise de son destin et donc a perdu la liberté. Or, un homme qui n'est pas libre et qui exerce une activité économique au profit d'un autre, cela s'appelle tout simplement un esclave. Même, encore une fois, si les conditions d'esclavage ou le recrutement des esclaves n'ont plus rien à voir avec celle de l'Antiquité. Alors, qu'est-ce que la propriété finalement et quelle est sa raison d'être selon Chesterton? D'une manière indirecte et sur un mode poétique, n'oublions pas que c'est un écrivain, Chesterton a répondu à cette question, je cite, « Quiconque ayant le sens poétique de la possession souhaite voir un mur là où son jardin rejoint celui de Smith, une haie là où sa ferme touche celle de Brown. » À page de Smith et de Brown, vous mettez Dupont, Durand, et vous avez une réalité un peu plus française. Il ne saurait voir la forme de son terrain s'il ne voit les limites de celui de son voisin. Que le duc de Sutherland possède toutes les fermes d'une province est la négation même de la propriété, tout comme ce serait la négation du mariage s'il possédait toutes nos épouses dans son harem. La philosophe Simone Veil, je reviens en France, élève pour sa part, et dans cette suite, cette même pensée, en fait, dans cette même logique, élève la propriété à un besoin vital de l'âme humaine. Je la cite, « La propriété privée est un besoin vital de l'âme. L'âme est isolée, perdue, si elle n'est pas dans un entourage d'objets qui soit pour elle comme un prolongement des membres du corps. Tout homme est invinciblement porté à s'approprier par la pensée tout ce dont il a fait longtemps et continuellement usage pour le travail, le plaisir ou les nécessités de la vie. » Fin de citation. Si donc nous nous souvenons que le terme de capitalisme est finalement pris dans son acception de système libéral, lequel n'est pas seulement un système qui repose sur la liberté d'entreprendre, le droit de la propriété privée et la légitimité de retirer des profits de l'activité économique, mais qu'il repose plus profondément sur une anthropologie individualiste
plaçant la finalité de l'être humain dans la satisfaction permanente de ses besoins matériels de manière illimitée, nous constatons qu'il conduit à une concentration du capital, faisant dire à G.K. Chesterton, cette société de capitalistes ne contient pas trop de capitalistes, mais elle en contient trop peu, puisqu'elle est la négation finalement de la propriété privée. Pour Chesterton, donc, la propriété doit être largement répandue afin d'échapper à la concentration dans les mains de quelques-uns, un capitalisme libéral, ou à sa concentration dans les mains de l'État, le socialisme étatique. C'est un idéal de société de petits propriétaires dans une perspective rurale et artisanale permettant aux familles de posséder les moyens de production. C'est en ce sens que Chesterton et ses amis préconisent la large distribution de la propriété privée, non seulement pour mettre fin au monopole de type libéral ou socialiste, non seulement pour permettre l'exercice concret de la liberté économique, mais pour permettre surtout à l'homme d'atteindre sa véritable finalité. Alors je voudrais maintenant, pour terminer, évoquer quelques applications concrètes du distributisme, ou en tous les cas proches du distributisme. Faute de temps, je ne pourrais pas entrer évidemment dans les détails de chacun de ces exemples et de ces applications, mais je voudrais au moins en donner quelques aperçus. Deux de ces exemples se rattachent à l'idée du mutualisme. La France, et notamment la France agricole et paysanne, ayant une forte tradition mutualiste, je passerai assez rapidement sur ces deux grands exemples de mutualisme, peu ou prou rattachables au distributisme. J'évoquerai ensuite la tentative de village communautaire distributiste en Angleterre dans la commune de Ditchling. Et enfin, j'évoquerai plus longuement le Catholic Land Movement, fédération d'associations agissant directement dans et pour le milieu paysan et qui se réclamait directement du distributisme anglais. Alors tout d'abord, deux exemples de mutualisme, et le premier est celui des coopératives Mondragon. Il ne s'agit pas d'une histoire de monstres et de dragons. Mondragon est un petit village du Pays Basque, je ne suis même pas sûr de prononcer comme il faut ce nom. Et à la fin de la guerre civile espagnole, des jeunes hommes ont racheté une entreprise qui avait fait faillite. Ils n'avaient pas la possibilité, ils n'avaient pas l'autorisation de créer leur propre entreprise, et ils ont racheté une entreprise. Et ils se sont tournés également vers un jeune prêtre, le père José María Arizmendiarrieta. Je ne certifie pas non plus l'exactitude de la prononciation de son nom, qui me pardonne, qui lui s'occupait, donc qui était prêtre, qui était curé de Mondragon, et qui s'occupait également de formation professionnelle pour justement créer une certaine élite dans sa paroisse pour qu'on lutte contre la pauvreté. Parce que vous imaginez qu'un pays qui a connu la guerre civile, pour les survivants, quel que soit le parti que vous avez pu prendre ou le non-parti que vous avez pris, eh bien, il faut tout reconstruire, et c'est dans un état assez catastrophique. Et donc, dans les années 50, cette première entreprise lancée par ces jeunes hommes avec ce prêtre prend la forme d'une coopérative qui va être elle-même à l'origine d'un organisme de prestations sociales, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier de la sécurité sociale de leur pays. Ils créent leur propre système de prestations sociales. Ils vont ensuite créer une banque, ils vont créer un organisme de crédit. D'autres coopératives vont naître autour de cette première coopérative et dans cette région, si bien qu'au début des années 1960, c'est un véritable complexe coopératif qui a vu le jour et qui se développe et fait face à la crise économique des années du choc pétrolier à partir de 1974 et au lot tour de chômage qu'il suscite. Les coopératives décident alors de ne pas augmenter les salaires, et les associés qui se retrouvent sans emploi sont envoyés en formation, leur rémunération étant assurée par des prélèvements sur les salaires des actifs. Parallèlement, les coopératives se développent à l'exportation et deviennent un véritable complexe
qui en 1985 prend le nom de Mondragon Cooperative Corporation. Aujourd'hui, le groupe existe toujours. Il est composé de plus de 200 coopératives touchant les secteurs de la finance, de l'industrie, de la distribution, de la recherche et de la formation. Le Mondragon a traversé les différentes crises économiques et à chaque fois a su faire face à ces crises et a su s'adapter en recourant le moins possible au chômage à travers donc, cette entraide qui s'est créée entre les actifs et ceux qui malheureusement subissaient le chômage. L'une des clés de réussite du Mondragon repose évidemment sur son organisation coopérative et que les employés sont tous des associés, donc les entreprises appartiennent aux employés, ce sont des travailleurs propriétaires et donc ils sont les véritables propriétaires de l'entreprise. Dans chaque coopérative, une assemblée générale d'associés élit un conseil recteur qui joue le rôle de conseil d'administration. Et ce conseil recteur élit lui-même un président avec un mandat de 4 ans et aussi sur proposition du président, un directeur de la coopérative. Un conseil social représente uniquement les associés exerce lui une surveillance du conseil recteur. L'article 5 de la première de ces coopératives, donc qui a été fondée dans les années 50, spécifie bien, je cite, « Les associés de la coopérative proclament la nécessité que les uns et les autres acceptent les limites et les sacrifices qu'exige le travail en équipe en considérant son acceptation comme testament de solidarité chrétienne en vue du bien commun. » Donc il y a vraiment dans ce système du Mondragon une racine, une assise et un esprit véritablement chrétien qui se réfère directement à la doctrine sociale de l'Église. Alors, rien n'est idéal évidemment dans les œuvres humaines, c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas oublier, et en se développant à l'international, notamment au Mexique et dans les pays d'Amérique latine, le Mondragon s'est un peu éloigné aujourd'hui de ses aspirations premières, même si dans son fonctionnement général, il reste fidèle à son esprit coopératif. Alors, quel est le lien avec le distributisme anglais dont nous parlons? Entre le Mondragon et le distributisme, on peut dire qu'ils puisent aux mêmes sources, tout simplement des encycliques sociales, donc même source que le catholicisme social français également. L'un et l'autre sont également critiques des solutions capitalistes et socialistes, puisque Mondragon très pratiquement s'en est éloigné. Les affinités donc avec le distributisme ne sont pas mineures, mais la généalogie entre les deux n'apparaît ni certaine ni évidente. Le père José María Arizmendiarreta saurait faire davantage dans ses écrits à Emmanuel Livy et à Jacques Maritain dans la perspective de leur pensée personnaliste et communautaire plutôt qu'au distributisme. Enfin, pour finir avec le Mondragon, c'est aujourd'hui le plus grand réseau coopératif au monde. Ce n'est pas le seul, évidemment. On aurait pu évoquer également les coopératives qui sont développées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans les années suivantes, en Italie du Nord. Il y a eu tout un ensemble de coopératives italiennes qui se sont développées. Là, je ne suis pas le mieux placé dans cette salle, certainement, pour en parler. Je vous propose, pour rester dans cet exemple mutualiste, de traverser l'Atlantique et de vous rendre au Canada. Au Canada a existé un mouvement qui s'appelle l'Antigonish Movement, qui s'est incarné par la mise en place d'une organisation coopérative dans le domaine de la pêche, revitalisant toute une région. Cette région, c'est la Nouvelle-Écosse. Et à l'origine de ce mouvement se trouve là aussi un prêtre, le père Jimmy Tompkins, qui a donné une impulsion décisive à ce mouvement de l'Antigonish, et mouvement qui a été développé par la suite par une personne qui s'appelle Moïse Coady. Le point de départ de l'Antigonish Movement est un département de l'université Saint-François-Xavier à Antigonish. Alors Antigonish, c'est à la fois le nom d'une ville et le nom d'un comté canadien de Nouvelle-Écosse. Le but de ce département était, à l'origine de l'Antigonish Movement, était de combattre la pauvreté
sans recourir à l'assistanat, mais en permettant aux communautés locales de redevenir maîtresses de leur destin par la mobilisation des ressources locales et régionales. Étonnamment, ce mouvement de revitalisation sociale, économique et régionale a débuté au début des années 1920 par des cours pour adultes, et là encore, un petit peu comme au Pays Basque, la formation professionnelle. Donc, cours destinés à ceux qui n'avaient pu acquérir une formation secondaire et supérieure. Les cours comprenaient aussi bien l'étude de l'anglais, de la chimie, de la finance, de l'agriculture, de l'hygiène vétérinaire, des ressources naturelles, de l'arithmétique, des sciences économiques, de la physique, de l'apprentissage de la prise de parole en public, de l'élevage ou de la biologie. Et il reviendra au père Coadit de développer cet enseignement pour adultes en créant dans la région d'Halifax une coopérative de pêcheurs. L'idée reposait sur plusieurs principes partagés par le distributisme, la nécessité de la diffusion, de la large diffusion de la propriété privée comme garantie de la liberté et de l'autonomie responsable. Autrement dit, il fallait que, selon cette approche, les personnes soient décisionnaires et responsables au plan économique. À ce titre, la voie coopérative permettait de rendre propriétaire un grand nombre de personnes et donc de garantir une réelle liberté économique. Alors là aussi, on peut se demander les liens véritables entre l'anti-Bonnish Movement et le mouvement distributiste. Il repose là encore sur les fondements, les encycliques sociales des papes, notamment Rerum Novarum de Léon XIII, et plus directement, le père Tompkins recommandait en mars 1937 l'essai de d'Hilaire Belloc sur la restauration de la propriété privée, qu'il qualifiait de source fiable pour ceux qui n'acceptent ni le capitalisme ni le communisme collectiviste, en estimant également qu'il s'agissait d'un ouvrage admirablement clair. Malgré tout, et contrairement au Mondragon, l'anti-Bonnish Movement n'a pas évité certains écueils lors de son développement, et peu à peu, le système coopératif a disparu, ce sont devenus des entreprises quasiment comme les autres. J'en passe maintenant, j'en viens plutôt à l'Angleterre proprement dite et à la communauté de Ditchling en forme de clin d'œil que j'ai appelé l'option dominicaine. En 1907, un sculpteur et un typographe appelé Eric Gill s'installe dans un petit village du Sussex, Ditchling, en compagnie de son apprenti, et peu à peu ils sont rejoints par d'autres artisans. Sur cette commune de Ditchling s'établit donc une communauté artisanale qui vise à deux buts. Premièrement, faire revivre les arts et promouvoir la grandeur, la beauté et la nécessité du travail manuel. Et deuxièmement, vivre socialement selon les principes distributistes. En 1921, Eric Gill et ses amis franchissent un pas supplémentaire et fondent à Ditchling la Guilde de Saint-Joseph et de Saint-Dominique. Il s'agit non seulement de faire renaître une corporation artisanale en vue de la protection et la promotion du travail artisanal, mais aussi de vivre socialement et dans le cadre du travail des exigences de la foi catholique. Selon les propos des membres de la Guilde, il s'agit de préférer le culte de Dieu au culte de Mammon. Sous-entendu, la vie industrielle, la vie moderne conduit au culte de Mammon. Un prêtre dominicain, dont je parlerai encore dans un instant, le père Vincent McNabb, joue un rôle décisif dans la mise en place de cette guilde. Pour être membre de celle-ci, et donc pour vivre au sein de cette communauté de Ditchling, il faut remplir plusieurs critères. D'abord, il faut être ou devenir tertiaire dominicain. Donc c'est une communauté directement rattachée à l'ordre dominicain, puisque c'est la branche laïque, en quelque sorte, fait partie intégrante de l'ordre dominicain, donc il va superviser, patronner, je ne sais pas comment il faut dire, cet essai de vie communautaire. Deuxièmement, il faut posséder son propre atelier et ses outils, conformément, disent les membres de la Guilde, aux directives de Rerum Novarum, donc avoir la propriété de ses moyens de production. Troisièmement, concevoir le travail comme une forme de culte rendu à Dieu. Le travail n'est pas simplement une nécessité pour vivre, ce n'est pas simplement quelque chose pour faire dans l'ordre de l'art, quelque chose de beau, c'est aussi pour ça évidemment, mais c'est aussi une forme de prière, une forme de culte rendu à Dieu. Et donc ça implique également, en sens inverse, de respecter certaines règles. On ne travaille pas n'importe comment.
et on respecte donc des normes précises de travail. Et enfin, ça exige de vivre dans une certaine forme de pauvreté volontaire, en rejet, là également, disent les membres de la Guilde, des mirages de la vie moderne. Cette pauvreté, elle est volontaire, elle est voulue, ça n'exige pas de ne pas avoir ce qu'il faut pour vivre, mais de se contenter de ce qu'on a du nécessaire pour vivre. Alors cette guilde a existé de 1921 à 1988. Dans la durée, c'est assez intéressant. En 1988, c'est la vente des bâtiments de la communauté. Cependant, cette guilde a connu, au long de sa courte histoire malgré tout, plusieurs crises. Par exemple, en 1925, son fondateur, Éric Guil, va partir, va s'installer dans un autre village, va essayer d'entraîner tous les membres de la guilde, mais seulement une partie vont suivre, et donc ça va entraîner évidemment une scission. En 1933, un des membres importants de la communauté, Hilary Pepler, qui est à la fois peintre, écrivain, poète et imprimeur. Quand je dis imprimeur, ce n'est pas une grosse imprimerie, une grosse machine, c'est une presse à bras, puisqu'il faut tout, c'est vraiment le travail manuel. Donc Hilary Pepler veut employer comme aide pour son imprimerie un apprenti qui n'est pas catholique, et ça va contre les règles de la communauté, et donc il finit par partir, puisqu'il rencontre une forte opposition parmi les membres de la Ligue. Celle-ci survit à la Seconde Guerre mondiale, mais peu à peu, ce sont des nouvelles générations qui arrivent, puisque tout simplement les fondateurs meurent les uns après les autres. Et peu à peu, c'est la crise des années 60-70, le nombre de membres se réduit, des changements interviennent dans les règles mises en place, et notamment les liens avec l'ordre dominicain se distendent. Et finalement, donc, comme je le disais, en 1988, la vente des bâtiments est décidée. Et à cette époque, il ne restait plus que 6 membres parmi cette communauté. Ajoutons à ça que rien n'est rose. Je crois que c'est un point important à noter. Rien n'est rose. En 1989, paraît la biographie d'Éric Guil, personnalité reconnue à travers le monde en tant qu'artiste et typographe. Mais l'auteur de cette biographie a eu accès au journal intime d'Éric Guil et a découvert et a révélé de ce fait que celui-ci avait des pratiques sexuelles désordonnées et qu'il maltraitait ses enfants au sein même de cette communauté de Vichy. Enfin, s'il me reste un peu de temps, j'en viens au Catholic Land Movement, puisque Chesterton et les distributistes ont tenté de populariser leur idéal social à travers un slogan « 3 acres et une vache ». Alors ce slogan voulait marquer à la fois la nécessité d'une propriété foncière, 3 acres, pour chaque foyer, et la propriété de l'outil de production, la vache, ou l'autosuffisance, la vache étant l'activité économique de la ferme étant là, premièrement, pour nourrir la famille avant de pouvoir s'exporter au plan du marché. À ce titre, les distributistes ont fortement encouragé le mouvement du retour à la terre, Back to the Land, des familles anglaises à la fin des années 1920. Ce mouvement du retour à la terre a donné naissance en 1929 à la Scottish Catholic Land, puis à plusieurs associations régionales de même type en Grande-Bretagne. Et en 1934, elle a été créée le Catholic Land Movement. Donc chaque association régionale était patronnée par un évêque. Il s'agissait non seulement de venir en aide spirituellement aux paysans déjà installés, mais à conduire un mouvement de réinstallation à la campagne, non dans le cadre simplement d'une vie rurale, mais dans l'exploitation de fermes et de terres agricoles. Ce mouvement était fortement inspiré par les écrits du dominicain dont je vous ai parlé à l'instant, le père Vincent McNab, auteur de plusieurs ouvrages, et notamment de l'Église et la terre. McNab était l'une des personnalités fortes du distributisme, bien qu'il refusait toute étiquette. McNab ne reconnaissait plus que 3 étiquettes. Il était prêtre catholique, il était fils de Saint-Dominique et il était thomiste. Voilà, c'est les seules 3 étiquettes qu'il reconnaissait. C'était quelqu'un d'assez radical. C'était un vrai missionnaire, mais c'était aussi quelqu'un d'assez radical, et notamment, il refusait le recours à tout engin agricole motorisé dans l'exploitation des fermes.
Le Catholic Land Movement, en revanche, lui, se revendiquait très clairement du mouvement distributiste et en préparation de cette intervention, j'ai plongé dans la collection de la publication qui est apparue jusqu'en 1948 de ce mouvement. Et en 1946, ils font le constat un peu amer, ils sont réellement en perte de vitesse. Ils constatent l'un après l'autre, les chefs des premiers temps nous quittent, Chesterton est mort, Gill est mort, McNab est mort. Voilà, c'est le constat que les grands ténors du distributisme sont partis. Alors revenons un instant au père Vincent McNab. Dans une petite brochure, il a énoncé 7 raisons du retour à la terre de la part des catholiques. La première raison pour laquelle il faut retourner à la terre, disait-il, la première raison, c'était important pour lui, c'est Dieu. Ceux qui retourneront à la terre ne désireront pas comme un bien primordial ce qui n'est qu'un bien secondaire, je le cite. Ainsi, ils quitteront la laideur de la vie, non pas pour la beauté de la terre, mais pour la beauté de la face de Dieu. Ils vont fuir la maladie de la vie, non pour la santé du corps, mais pour la santé de l'âme. Voilà, la première raison qui doit conduire au retour à la terre pour lui, c'est Dieu. Deuxième raison, c'est suivre le Christ. Le monde moderne a besoin de rédemption, et le rachat signifie un retour à Nazareth, à la vie, à l'imitation de la Sainte Famille. Et donc, tout logiquement, le troisième motif, c'est l'amour de la famille. L'un des motifs les plus explicites de ceux qui se tournent vers la terre est le désir de restaurer la famille catholique. Le quatrième motif est dans la suite logique, mais il est d'ordre moral. Il faut fuir la ville, parce que la ville représente un lieu de tentation, de toutes les tentations, et donc c'est un danger moral pour les familles. Le cinquième motif est puisé dans l'amour de la justice. Le retour à la terre et à son travail à deux mains signifie le retour à un état de choses stable et rentable où le travailleur vit de son travail et traite directement avec les choses faites par une sagesse et un amour infini. Le sixième motif se trouve du côté de la liberté. On va exercer toutes ces conditions réunies, puisqu'on est propriétaire de ces moyens de production, eh bien on va agir de manière responsable et donc libre. Et enfin, le septième motif est l'amour du pays, l'amour de la terre charnelle, mais aussi l'amour de l'ensemble du pays. Même si on fuit la ville, on ne se désolidarise pas du bien commun, si je puis dire, puisqu'on ne dit pas que c'est la terre qui nourrit les villes, et non pas le sens inverse, qu'on a trop tendance aujourd'hui à le penser. Et dans cette perspective de retour à la terre, le Catholic Land Movement se donne 3 objectifs. Premièrement, la sécurité familiale. L'agriculture paysanne, disent-ils, n'est pas une industrie, c'est un art de vivre sur le sol, d'extraire d'abord pour sa propre famille et ensuite pour le marché les trésors de l'entrepôt qui ne faillira jamais en fournissant l'approvisionnement quotidien pour ses besoins quotidiens que l'homme ne trouve que dans la fertilité inépuisable de la terre. La fin est une citation de Léon XIII. Deuxièmement, la sécurité nationale. Comme je viens de le dire, c'est la terre qui nourrit l'ensemble du pays. Et troisièmement, la sécurité, troisième objectif poursuivi, la sécurité spirituelle. Sur la terre, on peut vivre vraiment une vie catholique. 3 moyens sont particulièrement envisagés. La communauté de village, tout d'abord, comme premier moyen. Notre objectif ici n'est pas simplement d'aider les catholiques à regagner leur pays, mais de recréer une communauté catholique sur le territoire. L'unité de notre recolonisation, il parle de recoloniser le pays, l'unité de notre recolonisation doit donc être le groupe de familles suffisamment important pour inclure un prêtre et une école. Donc il ne s'agit pas d'implanter des familles catholiques éparses comme ça dans le pays, mais de recréer des communautés de familles catholiques vivantes de la terre, et donc de faire appel à un prêtre qui a besoin pour les enfants de ces familles d'une instruction et bien d'une école. Deuxièmement, l'indépendance familiale, le principe de la ferme de subsistance familiale est que chaque famille doit planifier et exécuter la mise en culture de ses propres terres en tenant compte principalement de ses propres besoins et non de ceux du marché. Et s'il y a un surplus, eh bien, il sera distribué, il sera vendu. Et troisièmement, troisième moyen envisagé, le retour à la terre. Pour des gens qui viennent de la ville, eh bien, ça ne se fait pas comme ça, on ne se crée pas paysan.
Donc il y a des fermes modèles, enfin des fermes écoles plus exactement sont créées, et notamment il y en a 2 qui sont créées dans le pays qui vont former des jeunes gens, des jeunes hommes pour réapprendre le métier de la terre, le métier agricole dans toutes ses spécificités afin de les préparer à ce retour à la terre. Il est difficile de déterminer avec certitude le résultat de la démarche du catholique dans le mouvement. Entre 1926 et 1930, par exemple, 14 000 personnes ont demandé au ministère de l'Agriculture britannique des subventions pour s'installer comme paysans. C'est les chiffres que j'ai réussi à trouver. 73% d'entre eux sont restés comme fermiers établis dans le long terme. Combien étaient-ils en relation avec les premiers groupements du catholique dans le mouvement? C'est impossible à dire. J'ai donc épluché, comme je vous le disais, pour cette conférence, la collection de la publication de ce mouvement, et aucun chiffre n'est donné en termes de familles réinstallées comme agriculteurs ou comme éleveurs. Sur le plus long terme, quel a été le résultat de cette action? Là aussi, difficile de répondre. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, avec cet antagonisme des 2 blocs que j'ai évoqué au début de cette intervention, eh bien, le mouvement a fini par disparaître. Selon certains échos critiques aussi que j'ai lus, ils se sont plaints à la fin de l'existence du mouvement, les membres du mouvement se sont plaints du manque de soutien des évêques, et puisque chaque évêque était à la tête des associations régionales, et par ailleurs, il faut bien dire que les grands porte-voix du mouvement, les gens comme Chesterton, Belloc, etc., avaient disparu, et il n'y avait pas de figure aussi reconnue que ceci pour porter ce mouvement. Quelles conclusions retirer de ce panorama que j'estime rapide, que vous estimerez certainement un peu long, puisque vous suivissez depuis tout à l'heure, et qui ne donne qu'un aperçu du distributisme? Alors d'abord, au niveau des constats, le distributisme est une incarnation anglaise et anglo-saxonne de la doctrine sociale de l'Église, visant à répondre à des situations concrètes liées aux effets de la révolution industrielle, d'où son insistance sur la large diffusion de la propriété privée, le retour à une société rurale et artisanale fondée sur la famille et le principe de subsidiarité, en vue de permettre à l'être humain une vie digne et décente, lui offrant les conditions de parvenir à sa finalité qui est Dieu. Le distributisme a eu l'énorme chance d'avoir pour porte-voix des écrivains et des hommes publics reconnus dans la société de leur époque. Le plus célèbre d'entre eux est G.K. Chesterton, écrivain de génie, polémiste insatiable et apologétiste talentueux, mais d'autres noms viennent aussi à l'esprit, par exemple celui de Hilaire Belloc, également historien et écrivain reconnu à son époque. Mais cette chance a eu aussi son effet, non pas pervers, mais son effet contraire, c'est que d'une part, à partir du moment où ils sont morts et qu'ils n'ont pas été remplacés, eh bien, les porte-voix ont manqué, et que d'autre part, Chesterton ou Belloc, et d'ailleurs plus Chesterton que Belloc, se sont exprimés sur le plan général des principes et ont avancé des idées générales teintées d'un fort amour pour l'ère médiévale, mais ils n'ont pas su ou ils n'ont pas pu traduire ces idéaux, ces principes dans les termes de la science économique, même si Belloc a écrit un ouvrage de vulgarisation économique, mais de ce fait, ils n'ont jamais été pris au sérieux, leur distributisme n'a jamais été pris au sérieux comme une contrepartie économique aux 2 autres systèmes économiques qui avaient place sur le marché public. Par ailleurs, les distributistes, selon les personnalités qui les ont incarnés, n'ont pas tous mis l'accent sur les mêmes points, même s'ils partageaient évidemment la même vue en somme. Chesterton et Belloc, par exemple, insistent beaucoup sur la propriété privée. MacNab, vous l'avez compris, sur la société rurale, sur le retour à la terre et sur l'abandon de toute technique dans une perspective réellement contemplative. Arthur Penty, dont je n'ai pas parlé, mais lui met vraiment l'accent sur le système des corporations. Voilà, chacun a eu un peu son idée dans ce que devait être le distributisme. Il y a eu finalement peu de réalisations concrètes du distributisme. Il y a eu Ditchling, on l'a dit, pour les artisans. Il y a eu Catholique dans le mouvement pour le monde agricole et paysan. Ce sont les 2 exemples qui s'y rattachent en Angleterre de manière directe.
Le Mondragon et l'Antigonish Movement s'y rattachent moins directement. Et là aussi, dans cet ensemble, il faudrait faire un bilan précis des réalisations et tirer les leçons des réussites et des échecs. Et surtout, parce que c'est une tentation que nous avons un peu tous, ou que nous risquons d'avoir, surtout éviter une vision romantique, même si ça a été porté par des écrivains, une vision romantique sur le distributisme de ces grandes années. Le point commun entre les distributistes et leur insistance sur les justices distributives, là je vais passer vite, mais ça renvoie à une assistance de Léon XIII dans Rerum Novarum. Je cite Léon XIII: parmi les graves et nombreux devoirs des gouvernements qui veulent pourvoir comme il convient au bien public, vient au premier lieu celui d'avoir soin également de toutes les classes de citoyens en observant rigoureusement les lois de la justice distributive. Alors c'est une des distinctions dans le scolastique, si je puis dire, dans l'approche de ce qu'est la justice. Je ne développe pas ici, mais la justice distributive répartit globalement le bien commun aux personnes particulières. Et c'est une nécessité préalable selon Léon XIII pour parvenir au bien commun dans son ensemble. Plus largement, les distributistes, de manière assez visionnaire, ont constaté, et ils ont contesté aussi, que ce que nous appelons l'économie est un aspect fondamental et structurant de la modernité, et qu'à ce titre, les voies pour y répondre, dont le distributisme, sont à étudier avec urgence. Je voudrais, s'il me reste 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. En 2 minutes, je voudrais évoquer quelques avis personnels pour conduire à une réflexion. Le problème du distributisme, je pense qu'ils en sont restés à une vision sociale déterminée par l'organisation économique. Quand Hilaire Belloc dénonce l'État servile, c'est l'État capitaliste, il dénonce en fait une forme d'organisation de la société. Quand il décrit les conséquences d'un État distributiste, il décrit plutôt une organisation sociale. Le mot État ici est entendu au sens de société et non de gouvernement, et encore moins de régime politique. Globalement, les distributistes n'ont jamais vraiment réfléchi au régime politique et à la forme de gouvernement qui garantirait l'organisation distributiste de la société. Or, dans une approche auquel ils se référaient eux-mêmes, qui s'appuie sur Aristote et saint Thomas d'Aquin, c'était finalement oublié que la politique est la première des sciences pratiques et qu'elle est architectonique. En ce sens, elle détermine les autres sciences, dont la science économique. Paradoxalement, la critique distributiste de l'économie moderne ne va pas jusqu'à prendre en compte clairement l'urgence et la nécessité de remettre l'économie sous la coupe de la politique. Le distributisme, comme plus largement le catholicisme social cohérent avec les principes chrétiens, peut donc intervenir sur les effets sociaux et offrir des voies concrètes de sortie de la crise économique. Reste qu'il n'est pas à même, selon moi, il n'est pas capable, si vous voulez, de jouer sur les causes qui relèvent directement du politique au plan naturel et plus largement du religieux au plan surnaturel. Les corps intermédiaires économiques ou de nature socio-géographique sont par la nature des sociétés imparfaites qui par définition, sont incapables de parvenir par leurs propres moyens à leur fin. La famille, qui n'est pas une société intermédiaire, mais qui est la cellule de base de la société, mais la famille a besoin du reste de la société. L'école, les entreprises, etc., ont besoin du reste de la société, ont besoin d'un ordre politique qui leur permet de parvenir à leur propre fin, et elles ont besoin globalement de ce que les anciens scolastiques appelaient les sociétés parfaites. Il y a 2 sociétés parfaites, celles qui sont pareillement incapables de parvenir à leur fin, c'est l'État et l'Église au plan surnaturel et l'État au plan naturel. Et donc c'est tout un pan de la réflexion de ce courant social et politique qui manque et sur lequel, je pense, il faudrait, dans la perspective du bien commun, puisque s'il faut, au nom du primum vivere, s'il faut d'abord vivre et permettre à sa famille de vivre, le but est quand même le bien commun, et le bien commun, c'est notamment la justice
et ça se réalise par l'amitié politique. Il ne faut pas vivre non plus qu'entre soi. Et donc il y a toute une réflexion politique qui devrait être menée pour permettre de créer les conditions de cette vie sociale et économique qu'ont essayé de mettre en place en Angleterre et dans le pays anglo-saxon les distributismes et ailleurs le catholicisme social. Pardon d'avoir été trop long, je vous remercie de votre attention.